Ça fait plaisir d'être ici ce soir. Donc, si jamais le ton est la voix est pas assez forte ou si jamais elle baisse en cours de conférence, faites-moi signe. Je ne sais pas quel genre d'auditoire vous êtes d'habitude. Moi, j'aime bien prendre les questions au fur et à mesure. Puis on verra si jamais dans 20 minutes, on est rendu à la 4e slide, peut-être qu'on changera la façon de faire puis qu'on gardera ça pour la fin. Une question que ça puisse, qu'on puisse éventuellement conclure. Donc, on va parler aujourd'hui d'insuffisance cardiaque. Donc, je suis parti d'un cas, j'ai un peu moins, je peux imaginer un peu ce qu'est la pratique en officine, quoique j'ai beaucoup plus l'expérience de celui qui va à la pharmacie que votre expérience clinique. J'ai essayé de prendre quelque chose qui représente un peu ce que nous on voit pour parler de choses que je connais, puis un peu à partir de ça, vous faire un peu le tour de ce qu'est le traitement de l'insuffisance cardiaque actuellement, et quelles sont les lignes directrices en 2014-2015 maintenant concernant ça. Les patients, classiquement, ce qu'on voit, les gens qui nous consultent, sont des gens qui vont souvent nous consulter pour des symptômes qui peuvent être multiples, essoufflement, édème au niveau des membres inférieurs, des choses qui ne sont pas toujours diagnostiquées. Et ça, c'est le type de patient classique, 64 ans, pas d'antécédents, essoufflé évidemment, et il y a des grosses pattes. Première chose qu'on fait, rayon X pulmonaire, qui des fois peut déjà nous mettre sur la piste. On a déjà pas mal d'informations, des fois la photo au rayon X pulmonaire avec, on peut voir de la surcharge, on peut voir des fois un cœur qui, quand il est défaillant, quand sa fonction baisse, va compenser en s'élargissant. Donc au rayon X pulmonaire, on peut voir ce qu'on appelle la cardiomégalie. Donc juste à l'œil, on peut déjà avoir une idée de ce qui se passe. On va parler ce soir, vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard, d'insuffisance cardiaque chez des gens qui ont une fonction systolique diminuée. Je vais vous faire la différence tantôt, les chiffres, en quoi ça consiste. Vous allez voir que si on prend les gens, parce qu'il y a des gens qui ont une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. C'est pas vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des choses à faire, mais il n'y a pas beaucoup d'évidence, il n'y a pas beaucoup de recommandations de traitement, donc ce serait une conférence qui serait plus de l'ordre de 15 minutes que de l'ordre d'une heure. Donc, le patient en question, évidemment, suite à la cardiomégalie, surcharge pulmonaire, évidemment, on pense le diagnostic d'insuffisance cardiaque vient en tête, l'échocardiogramme est fait et effectivement, on découvre une fraction d'éjection qui est diminuée. Chose dont on va parler aujourd'hui, donc l'insuffisance cardiaque systolique avec un accent mis sur la prise en charge pharmacologique. Je vais quand même aborder la prise en charge non pharmacologique parce que on sait que ce n'est pas tous les patients qui ont un accès facile à leur médecin de famille. Il y a des gens qui vous demandent des conseils et au-delà de la prise en charge d'insuffisance cardiaque, il y a beaucoup à faire avec les médicaments, mais le patient a aussi beaucoup à faire dans son quotidien pour favoriser un état stable et favoriser une évolution qui est favorable. Donc, on va aussi aborder ça. Donc, les objectifs ce soir, reconnaître les signes et symptômes d'insuffisance cardiaque quand le patient va vous parler. C'est pas mal des choses que vous connaissez déjà de toute façon, mais juste les remettre un peu en perspective et réviser les traitements nécessaires aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque systolique. Par traitement, comme je vous disais, 75% de l'enfance va être mis sur le traitement pharmacologique. Puis on va quand même parler un petit peu de ce qui tourne autour du traitement non pharmacologique. Conflit d'intérêt, je pense que c'est important que vous sachiez que, bon, j'ai certaines, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, on entre en contact, on offre des conseils, des services, des conférences. Donc, le seul qui est théoriquement pour lequel je peux avoir un conflit d'intérêt avec la présentation de ce soir, c'est le laboratoire Abbott. J'ai déjà présenté plusieurs fois pour Abbott. AstraZeneca, je pense que j'ai déjà participé à des comités aviseurs, mais il n'y a pas, à ma connaissance, de molécules qui pourraient entrer qui ont des molécules qui sont en lien avec ce type de présentation. Donc, l'insuffisance cardiaque, vous le savez, c'est une maladie qui est associée à l'âge vieillissant. Ce n'est pas une maladie de vieillard exclusivement, mais on sait qu'il y a quand même une relation assez forte entre l'âge et le diagnostic d'insuffisance cardiaque. 1 à 2 % de la population en général, puis jusqu'à 10 % de la population de 70 ans. Vont être atteints d'insuffisance cardiaque. Ce qui fait qu'immanquablement, comme plusieurs autres diagnostics, c'est un diagnostic qui est appelé à augmenter en termes de nombre. Parce qu'on sait que la population en haut de 70 et en haut de 85, c'est le segment de population qui, dans les 20 prochaines années, va augmenter le plus en proportion. Et c'est un diagnostic qui est associé à des coûts exorbitants aux États-Unis, donc on peut diviser par 10
les coûts directs et indirects, 3 milliards par année, approximativement pour le Canada, avec un taux d'hospitalisation qui est quand même significatif. Les hospitalisations pour insuffisance cardiaque représentent 20% des hospitalisations des plus de 65 ans. Donc c'est un nombre impressionnant et nous, c'est pas compliqué, à l'étage où je suis, on a deux types de patients. Si on simplifie ça, on a les gens qui ont syndrome coronarien aigu, angine instable, infarctus, puis de l'autre côté, on a nos insuffisants cardiaques. C'est nos deux grandes populations de patients. Syndrome coronarien aigu, actuellement, on a pris une tendance depuis 10 ans, ça va bien. Ils rentrent, ils ont leur stent, ils ont leur pilule, puis 80% ils sont sortis 48 heures après, même que pour certains, ça va trop vite. Les patients d'insuffisance cardiaque, c'est l'inverse. Ils arrivent avec 12 kilos de trop, ben on peut pas, c'est pas une ballonne d'eau qu'on peut piquer puis sortir. Fait que là, c'est 10, 12, 15 jours d'hospitalisation avec du SX intraveineux pour les remettre à niveau. Et mais après ça, il faut qu'ils fassent attention parce qu'on en voit qui retournent chez eux, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre et ils nous reviennent 3 semaines plus tard avec 7, 8 kilos de trop. Donc, il y a de l'enseignement à faire, mais c'est une charge sociale d'insuffisance cardiaque qui est quand même très importante. Qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Bien, il y a la définition. La définition, elle est celle-là. Donc, c'est un syndrome clinique qui se caractérise par des signes et symptômes et ils résultent essentiellement d'un cœur qui n'est pas capable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins métaboliques ou il arrive à le faire, mais en augmentant ses pressions de remplissage et c'est beaucoup plus souvent cette situation-là qu'on va rencontrer parce qu'un cœur en difficulté, ça ne se laisse pas faire. On va le voir tantôt, mais il y a activation de l'axe adrénergique, l'axe rénine-angiotensine, aldostérone, qui fait qu'il veut il veut augmenter la perfusion des organes et souvent, il va arriver à maintenir un débit qui n'est peut-être pas un débit optimal, mais un débit fonctionnel, mais au prix de pression de remplissage cardiaque qui sont élevés, d'où les symptômes qu'on a de rétention hydrosodée, donc surcharge pulmonaire et même des fois quand le cœur droit est atteint, œdème des membres inférieurs, donc prise de poids. La rétention hydrosodée, c'est le tableau clinique le plus fréquent. Les gens vont aussi, dans les états un peu plus avancés, se plaindre de diminution de tolérance à l'effort parce que quand on a un cœur qui est moins performant, on n'est pas capable de majorer notre débit cardiaque de façon aussi importante. Donc, un effort qui serait normalement perçu pour quelqu'un de normal comme étant un stress cardiaque normal, bien, les patients montent 3 étages d'escalier, ils ne sont juste pas capables parce que le débit cardiaque n'est pas capable d'être majoré assez pour répondre aux besoins. Et ces gens-là vont avoir une intolérance à l'effort qu'on dit par baisse du débit antérogramme. Donc ça, on parle de débit, on parle de symptômes. Quand on les enseigne à nos résidents, il y a des symptômes qui sont présents parce que le cœur ne pousse pas assez de sang, les organes en manquent, donc ne peuvent pas fonctionner à un niveau très, très, très élevé. Et il y a les symptômes rétrogrades, qui sont ceux attribuables à la rétention hydrosodée qu'on finit par faire pour, si le cœur est plus rempli, s'il éjecte 25% de 60 cc, mais c'est beaucoup moins que 25% de 120 cc. Fait le cœur va se dilater, va retenir du liquide et va maintenir un certain débit antérogramme, mais au prix d'une rétention hydrosodée puis de symptômes rétrogrades, qui sont donc, je me répète les suivants, antérogramme, dyspnée d'effort, fatigue, puis rétrograde, congestion pulmonaire ou œdème périphérique. Il faut savoir que le syndrome d'insuffisance cardiaque dont je viens de vous parler n'est pas nécessairement et automatiquement associé à une baisse de la fraction d'éjection. Il y a habituellement une catégorisation en deux grandes catégories. On dit souvent fraction d'éjection préservée ou fraction d'éjection diminuée. 40%, c'est pas vrai que c'est une fraction d'éjection normale, mais c'est le cut-off. Vous allez voir, c'est le point d'entrée pour l'indication de plusieurs traitements pharmacologiques. Donc, les lignes directrices ont divisé l'insuffisance cardiaque en deux groupes. Soit vous avez une fraction d'éjection qu'on dit préservée ou en haut de 40%, ou soit qu'elle est diminuée en bas de 40%. Vous allez voir que ce soir, on va parler, comme je vous disais, essentiellement de l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection diminuée. Les gens avec une fraction d'éjection préservée ont, on pourrait résumer ça assez rapidement, c'est les habitudes de vie. Il ne faut pas qu'ils prennent trop de sel, pas trop d'eau, sont limités. Et il
faut qu'ils prennent leur diurétique tel que prescrit. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à avoir une rétention hydrosodée ou un tableau d'insuffisance cardiaque avec un cœur qui a une capacité systolique préservée? Souvent, c'est la personne âgée, c'est les personnes qui ont une charge hypertensive sur un certain temps, développent une hypertrophie ventriculaire. Le muscle devient tellement rigide que pour rentrer le fameux 60 cc d'une cavité normale qu'on éjecte à 55 %, le cœur est tellement rigide que les pressions augmentent de façon importante et on se ramasse du point de vue, on se ramasse en congestion de la même façon. Le problème, c'est que vous allez voir que pour l'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique, on a plusieurs molécules qui changent de devenir de ces gens-là. De tout ce dont on aurait pu parler ce soir pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, on améliore les symptômes, mais il n'y a rien qui améliore le devenir de ces patients-là. La pathophysiologie, bon, j'en ai déjà glissé un petit mot. Le cœur, on est fait de façon à vouloir maintenir l'homéostasie. Donc, une espèce de système égal, pH égal, débit égal, oxygène égal, glucose. Le but, c'est de maintenir un environnement propice au bon fonctionnement de tous les organes. Ça, peu importe notre niveau d'activité, peu importe la situation dans laquelle on est. Et on a développé divers systèmes au cours de probablement que c'est l'évolution qui a choisi certains axes, mais on a développé des moyens de faire face à des stress de façon à maintenir notre homéostasie. Quand le cœur se met à travailler moins bien, on fait appel au même mécanisme à court ou moyen terme, que ce soit en infarctus aigu ou quelqu'un qui développe une insuffisance cardiaque sur une cardiopathie virale de façon chronique. On active essentiellement deux axes dont j'ai parlé tantôt, l'axe rénine-angiotensine-aldostérone et le système nerveux sympathique. La beauté de ça, puis ça c'est probablement des axes qui ont été faits avec une visée à très court terme. On mourrait historiquement beaucoup plus de chocs hémorragiques à cause des guerres avec le village voisin ou de s'être fait attaquer par un ours que d'insuffisance cardiaque. Donc, on a des mécanismes qui sont quand même très efficaces pour maintenir une homéostasie, principalement face au choc hypovolémique. Par contre, ça fonctionne aussi très bien quand notre débit antérographe baisse sur une diminution de la force de la fonction systolique cardiaque. Ce qui fait qu'en faisant ça, le système rénine-angiotensine-aldostérone va, comme vous le savez, favoriser la rétention hydrosodée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si on éjecte moins, si on éjecte en pourcentage moins que ce qui est contenu au niveau du cœur, on a le chemin que le cœur fait pour maintenir son éjection à chaque battement, mais c'est de se dire, ben, j'éjecte 25 % de quelque chose, aussi bien augmenter ce quelque chose-là pour que je sois capable de maintenir quelque chose qui ressemble à un débit fonctionnel. Et le système nerveux sympathique fait un peu la même chose en disant, ben écoute, si mon 25 % je suis capable de l'amener à 30 avec un peu d'adrénaline, un peu en vasoconstrictant mes réseaux non nécessaires, la peau, le système digestif pour maintenir la perfusion des organes importants à court terme, bien on arrive à maintenir quelque chose qui est fonctionnel. Le problème, c'est qu'on sait que l'activation à long terme de ces deux axes-là amène au niveau du cœur apoptose, fibrose et éventuellement une détérioration de la condition qu'on essaie de stabiliser. Donc, c'est des mécanismes qui fonctionnent à court terme, mais à long terme, ils sont délétères, d'où la nécessité d'intervenir sur ces axes-là. Et là, ici, j'ai pris un exemple parce qu'on sait que, vous allez voir dans le stade, deux tiers des insuffisants cardiaques sur une dysfonction systolique le sont sur une maladie coronarienne. Ce sont des gens qui ont fait des infarctus ou ont fait un gros infarctus pour d'en faire plusieurs et qui ont éventuellement eu une nécrose. Et lorsqu'ils ne sont pas pris en charge rapidement, bien, ils évoluent vers un remodelage à cause d'activation des axes dont j'ai parlé, un remodelage qui est négatif et qui est délétère. Et en aigu, on les voit, ils ont 30-35 % de fraction d'éjection. Puis on a des gens, probablement la génétique en bas, on ne comprend pas tout, mais pour un même infarctus, il y a des gens qui vont avoir un remodelage très néfaste, d'autres un peu moins. Mais il y a des gens qu'on les voit 3 mois et qui n'ont pas pris leur pilule, qui reviennent en surcharge, puis le cœur s'est dilaté de façon catastrophique et on pensait que l'infarctus à 35, qui prendrait ses pilules, qu'on stabiliserait les choses, ils ont continué sans événement ischémique nouveau
ils ont pris la fameuse spirale dont je vous parlais et ils se sont détériorés en termes de fraction d'éjection. Donc, ces axes-là, lorsque activés de façon chronique, peuvent amener une détérioration de la fonction cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est un problème qui est très, très, très clinique. Il y a des choses qui sont un peu plus fancy à faire au départ, ça prend l'échographie cardiaque, mais après ça, essentiellement, ce que ça prend, c'est de demander, nous, ce qu'on leur fait, il y a des choses un peu plus complexes, mais il y a beaucoup de choses qui s'en tiennent à deux éléments. Comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous êtes capable de faire sans être essoufflé. Et ça, c'est une classification qui est celle qui est reconnue, qui est celle de la New York Heart Association, qu'on classe de 1 à 4. Et vous allez voir, elle a une pertinence quand je présente à des collègues, parce qu'il y a certaines indications de traitement qui viennent avec les symptômes. Il y a des gens qui ont une insuffisance cardiaque et qui font bien attention, prennent bien le médicament, ont une classe fonctionnelle normale. Ils sont essoufflés seulement aux efforts extraordinaires. Ceux qui ont une classe 4, c'est des gens qui, assis à ne rien faire, sont essoufflés. Là, la gradation entre 2 et 3, elle est plus subjective, mais on dit habituellement que classe fonctionnelle 3, vous êtes essoufflé à faire les choses dans la maison, le ménage, la douche. Puis quand vous sortez de la maison pour une classe 2, les marches à l'extérieur vont vous essouffler. Ça a l'air très, très, très... C'est pas très sophistiqué à l'air des IRM cardiaques, puis des scanners, puis des médicaments monoclonaux ciblant telle affaire, mais c'est quand même une portion dans l'évaluation du patient. Puis l'autre affaire qui est super importante, c'est niaiseux, c'est la balance. On demande à nos patients de se peser parce qu'un patient qui prend du poids, qui est insuffisant cardiaque, jusqu'à preuve du contraire, c'est une rétention hydrosonique qu'il fait. Il faut savoir qu'en clinique, quand on cherche, on a un nouveau diagnostic, on doit passer à travers un paquet de causes possibles, en sachant par contre que 2 tiers des cas vont être de la maladie coronarienne, donc des gens qui ont fait des infarctus. Les autres sont beaucoup plus rares, puis c'est pas nécessairement, on ne fait pas un screening de tout ça. Je voudrais que les choses sont plus pertinentes. Il y a quand même des choses qui sont réversibles, toxiques, l'abus de substances, alcool, cocaïne, c'est des choses, c'est des patients à règle, ça peut récupérer. Donc il y a des choses comme ça, particulièrement qu'on va rechercher, mais on sait que la majorité de nos gens vont être rendus là à cause d'une maladie coronarienne. Donc, l'évaluation clinique, quand on les voit, puis qu'on sait, parce que là, je prends pour acquis qu'on sait déjà que la fraction d'éjection, elle est diminuée, à la limite, jusqu'à maintenant, qu'elle soit préservée ou pas, ça ne change pas grand-chose dans la prise en charge. Si le patient est essoufflé et a pris du poids, bon, on va lui dire, ben là, augmente tes diurétiques, puis ben, fais attention à ce que tu bois, ce que tu manges. La soupe en canne, c'était bien bon, mais puis on leur apprend à lire les étiquettes. Sodium, c'est supposé vous dire quelque chose, il faut supposé regarder. Et les gens sont surpris des fois, ils disent « Ah oui, moi je fais super attention, je prends mon jus de tomate là, le midi puis le soir, c'est bon pour la santé. » Puis tu dis « Ouais, ben vous regardez, ça, ben, un petit V8, c'est déjà le 6e de votre dose de sel permise. Puis eux, ben, ils n'ont pas un gros échappatoire. Quand ils dépassent leur demi-milligramme, ça paraît assez vite. L'autre chose qu'on a en clinique, peut-être moins facilement accessible puis qui demande un peu d'expertise pour en avoir vu beaucoup, mais les jugulaires, c'est un espèce de baromètre à eau. Quand ils sont pleins, les veines se distendent et ça, c'est une façon indirecte de voir un peu la retenue d'eau. Mais immanquablement, habituellement, ça arrive avec une prise de poids. Donc, le facteur le plus facilement objectivable, c'est la prise de poids. Donc, un patient qui arrive, qui est essoufflé, qui a pris du poids, s'il y a un diagnostic d'insuffisance cardiaque, jusqu'à preuve du contraire, puis je ne parle pas du poids, j'ai pris 5 livres sur un an, mais quelqu'un qui a pris 5 livres sur une semaine. Le traitement non pharmacologique, il est valable pour l'insuffisance cardiaque systolique et l'insuffisance cardiaque sur une base diastolique, donc avec une fraction d'éjection préservée. La restriction hydrosonée, elle est vraie pour les deux. L'activité physique, on sait que l'activité physique, la capacité de faire un effort, c'est un joint venture de plusieurs affaires, mais principalement le cœur, les poumons et les muscles périphériques. Le cœur peut s'améliorer un peu, mais la chose qui s'améliore le plus à l'effort, c'est la capacité d'extraction du muscle périphérique. Ce qui fait que les grands athlètes, oui, la fonction cardiaque s'améliore, mais aussi leurs muscles deviennent extrêmement avides en oxygène. C'est vrai pour nos insuffisants cardiaques. Avec une même fonction, s'ils font de l'exercice de façon répétée, ils vont avoir la même fonction cardiaque, mais ils vont être capables de faire beaucoup plus de choses parce qu'on entraîne, oui, le muscle cardiaque, mais aussi le muscle périphérique. Donc l'exercice, ils sont malades, mais souvent ils disent « Ah, je suis trop malade pour faire quoi que ce soit ». C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est difficile, mais s'ils persistent, les gens s'améliorent. Vaccination, c'est toujours à considérer chez ces patients qui sont souvent extrêmement fragiles. Évidemment, ça
c'est vrai pour tout le monde, obésité, tabac à combattre. Le traitement médical, puis là, à partir de maintenant, je ne parle que de dysfonction systolique, donc fraction d'érection en bas de 40%. Le traitement médical, si on regarde au début des années 80, début des années 80, on n'avait à peu près rien à leur offrir à part des diurétiques, puis la mortalité à 5 ans de naissance cardiaque systolique, elle était de 60 à 70%. Elle est passée, bon, c'est une réussite, mais c'est une réussite partielle, à 25 à 30%. On a quand même diminué de plus de 50% la mortalité de naissance cardiaque, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais il y a encore ils sont malades, ces gens. Il y a quand même une mortalité qui est associée à ce diagnostic-là. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans la prise en charge de ces patients-là, et ça, c'est probablement la notion la plus importante, il y a des traitements qui modifient l'évolution clinique. Je dis souvent à mes patients, en cardio, on travaille pour deux, en médecine, on travaille pour deux affaires, dans les soins de santé en général. Quand on fait quelque chose, on veut que notre patient vive soit plus longtemps, soit mieux, ou les deux. Il faut savoir quand on donne un médicament d'essence cardiaque sur quoi on va jouer. Donc, vous avez dans les traitements des traitements qui modifient l'évolution clinique. Donc, on a des évidences que ça diminue la mortalité du patient, alors qu'il y en a d'autres. Puis si vous demandez à votre patient lequel il préfère, son bêta-bloquant ou son diurétique, il préfère tous leur diurétique. Parce que le diurétique leur apporte une qualité de vie, ils sont capables de dormir assis, ils sont capables de dormir couchés plutôt qu'assis, et ils sont beaucoup plus confortables. Et le diurétique n'a jamais modifié le devenir en termes de mortalité des patients, tout comme le digital. Donc, quand on a plusieurs médicaments, on a une polypharmacie, on a fait des tableaux évolutifs dans le temps, il y a des patients qui s'améliorent, c'est toujours à garder en tête. Ou si vous avez une créate qui monte, puis vous avez un patient qui a un ISCA puis un diurétique, s'il semble sec, il ne faut pas faire la gaffe d'aller diminuer l'ISCA. C'est peut-être le diurétique qu'il faut diminuer. Et c'est pour ça que c'est des patients, vous allez voir, on va en reparler, mais qui ont un suivi, absolument les très malades ont un suivi extrêmement serré. Là, je plains ceux à l'arrière de la table. C'est petit. Vous allez avoir les handout qu'ils vont avoir. Bon. La semaine prochaine, sur le site. Fait que c'est un cheminement. Ça, c'est un article du New England, un article de revue, où je trouvais ça intéressant, le cheminement qu'il faisait, puis on va le faire ensemble. Donc, vous ne manquez rien. Là, ça, c'est juste le plan de la présentation du prochain 20 minutes à venir. Donc, tout patient qui présente une dysfonction systolique, fraction d'érection à moins de 40%, devrait avoir initialement, lors de la première visite, s'ils sont hypervolémiques, un diurétique pour leur confort. C'est ça qui va faire qu'ils vont acheter le traitement. Il faut que le traitement les rende mieux. Il faut qu'ils soient plus confortables. C'est là qu'ils embarquent. C'est quand ils voient la différence qu'on peut faire. Et cette différence-là, le confort vient du traitement de l'hypervolémie qui est associé à la rétention hydrosolée. Donc, le diurétique est super important. Et habituellement, quand ils sont hypervolémiques, le premier médicament qu'on commence, c'est l'IECA. Vous allez voir que les deux médicaments qui sont à la base du traitement, c'est l'IECA, le bêta-bloqueur. La seule chose, c'est quand vous êtes franchement hypervolémique. Quand le patient a retenu beaucoup d'eau, il y en a un peu dans les poumons, souvent ils ont besoin un peu de drive adrénergique pour se maintenir. Ils sont déjà un peu dans le trouble. Fait que si vous donnez un bêta-bloqueur à quelqu'un qui a déjà de la surcharge, vous coupez un peu un mécanisme, puis là, s'il était déjà essoufflé, souvent il se détériore, puis ça peut même être très délétère. C'est pour ça que, moi, quand je parle à mes résidents, je leur dis, l'IECA, on donne ça chez un patient qui est mouillé, puis quand le bêta-bloqueur, on donne ça à un patient qui est sec. Donc, dans la séquence, on préfère souvent, au premier contact, ils sont rarement normovolémiques, ils viennent nous voir parce qu'ils ont un problème. Donc, on commence l'IECA. Chez qui est-ce qu'on va commencer l'IECA? Je me répète, tous les patients qui ont une fraction d'érection en bas de 40%. Puis les contre-indications, on va regarder, il y a des affaires qui sont assez évidentes. Si vous avez déjà fait un angioédème à l'IECA, je pense que c'est assez évident qu'on ne reprendra pas un IECA. Quelqu'un qui serait connu des sténoses bilatérales des artères rénales, hein? Vous dites? On peut vouloir valider. Ouais. Dans un setup hospitalier idéalement. Sténose bilatérale des artères rénales, parce que je vous rappelle que l'axe rénine-angiotensine aldostérone sert à maintenir la perfusion, la filtration glomérulaire. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes vasculaires rénales, des fois, ils se servent de l'angiotensine pour maintenir une fonction rénale préservée. Des fois, si on leur envoie une IECA d'impact, la créate explose. Donc, habituellement, quand on fait ça, il y en a beaucoup qui nous ne sont pas connus. C'est pour ça qu'il y a un suivi qui est à faire.
Les gens qui ont déjà des troubles de potassium ou diabétiques avec des tubulopathies, si vous partez déjà avec un potassium à 5, il faut regarder ce qu'ils prennent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leur pilule, mais si ça devient un peu plus problématique, créate à 220, je pense que ça va de soi. On est déjà dans une zone où... Et la sténose aortique sévère, ça je devrais presque l'enlever parce qu'il n'y a rien de bon en sténose aortique sévère de toute façon. Le traitement, si vous avez une dysfonction aortique de la sténose aortique sévère, c'est pas des pilules, c'est de changer la valve. Mais je le spécifie parce que des fois, les gens oublient, puis ça c'est une cause rare, mais en clinique on en voit, les gens qui ne sont pas confrontés au problème fréquemment oublient que l'évaluopathie, c'est une considération haute. Quand vous avez une cause mécanique qui amène une faiblesse cardiaque, c'est de corriger la cause mécanique, c'est pas de lancer des pilules aux patients. L'impact clinique de ça, bien, on diminue la mortalité de 20 à 25 %. Donc, vous avez besoin sur 3 ans et demi de traiter 21 patients pour sauver une vie. Ce qui, en NNT, ceux qui sont peut-être un peu moins habitués, c'est quand même des NNT qui sont intéressants. Alors, quand on parle de mortalité, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui commence à avoir du poids. Et l'autre chose, le patient, lui, tranquillement, pas vite, en coupant l'axe rénine-angiotensine-aldostérone, vous favorisez une récupération de la fonction. Les gens vont avoir une amélioration de la transfonctionnelle. C'est sûr que ce ne sera pas aussi rapide que le diurétique, mais au long terme, ils vont voir la différence. Les IECA, voici ici tous les IECA qui sont démontrés efficaces avec la dose de départ suggérée puis la dose totale visée. Il faut savoir, puis là j'ai eu une liste de questions, je pense qu'on va couvrir pas mal de choses là-dedans, mais il y a des choses, je les ai encerclées. Une des questions qui m'était demandée, c'est quoi la dose? Et ça, c'est la dose qu'on devrait vouloir atteindre, mais il faut savoir que ce n'est pas tous les patients qui tolèrent ces doses-là. Ça, c'est la dose maximale visée, à moins que le patient ait plus de pression. S'il est hypotendu à cause de vos pilules, c'est que vous êtes rendu l'étape trop loin, il faut reculer. Et pourquoi? Puis là, j'en ai highlighté 2 en haut. Je ne suis pas ici pour faire la promotion du Mavic, mais n'empêche que je crois beaucoup, surtout chez nos patients avec une polypharmacie, aux médicaments en prise d'IA. L'insuffisance cardiaque, je vous l'ai montré au début, c'est un problème qui est associé à un âge avancé. Des gens qui aussi, aux 70 ans, n'ont pas l'éducation que nos 70 ans dans 20 ans vont avoir. Ils sont vite dépassés des fois par certaines choses. De simplifier le traitement, je crois beaucoup à la simplification du traitement médical pour arriver à une compliance qui est efficace. Puis on le sait, c'est pas tous nos patients qui prennent leur pilule, même si c'est la majorité des patients qui ne les prennent pas comme il faut, puis il y en a qui ne les prennent pas point. Si vous leur foutez une molécule si vous leur mettez une molécule à 3 fois par jour, il y a beaucoup de gens qui vont décrocher. Moi, j'ai de la misère à faire un traitement antibiotique de 7 jours, mais 2 fois par jour, des Duprat matin. J'imagine les gens qui ont des prises 4 fois par jour, si c'est pas dans une dosette, c'est ingérable. Et les gens aussi ont une réticence. Première chose quand tu nous vois 3 mois après un infarctus, ils me disent « Bon, docteur, quelle pilule je peux arrêter? J'en ai trop. Là. Regardez, là, j'en prends 16 par jour. » Juste de passer à des formes d'IA, c'est moins dérangeant pour le patient. Mais comme je disais, ce sont toutes des molécules qui ont une efficacité en termes de bénéfices cliniques qui sont comparables une à l'autre. Quelle est la place des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine? Ils ont été démontrés comme étant non inférieurs aux IECA en insuffisance cardiaque systolique. Donc, habituellement, ce qu'on fait, ils ne sont pas supérieurs. On n'a jamais eu d'évidence qu'il y a dans ce sens-là. Ce qui est recommandé, c'est de les utiliser chez des gens qui auraient une intolérance aux IECA, donc tout. Le bénéfice, il est comparable aux IECA, donc de priver quelqu'un qui aurait fait un angioëdème aux IECA d'un récepteur des AT2, je pense qu'il faut faire attention. Nous, on va souvent essayer de les débuter, mais dans un setup hospitalier. Donc, on les admet pour débuter parce qu'il y a une réaction croisée connue, qui est faible, mais qui est possible entre l'angioëdème aux IECA et l'angioëdème aux antagonistes des récepteurs d'angiotensine. Comme c'est un mécanisme qui est très, très, très semblable du point de vue physiologique, c'est pas le même, mais l'effet physiologique est le même ou presque. Les contre-indications sont les mêmes et l'impact clinique est à peu près comparable. Oui. J'ai toujours une certaine confusion avec la notion d'efficacité. Oui.
elle est souvent mesurée lors de projets de recherche clinique. Oui. C'est-à-dire que si un patient n'est pas compliant, 90% il est exclu du projet. Donc, on mesure l'efficacité chez des patients qui sont hyper compliants, qu'on voit rarement en pharmacie. Dans la vraie vie, ça peut avoir l'air de quoi? Parce que là, on parle d'efficacité recherche clinique, qui est un concept théorique d'une population qui est théorique, somme toute. Mais dans la vraie vie, c'est pas la même chose, là. Comment on peut extrapoler? Bien, ce qu'on peut extrapoler, ça, c'est la différence entre les études contrôlées et les rigides. Ce qu'on a, on sait que si c'est fait correctement, ce qu'on veut démontrer, c'est un concept. Hein, dans les études cliniques randomisées, on veut voir est-ce qu'une molécule fonctionne ou pas lorsqu'elle est prise correctement. Mais c'est sûr que c'est pas la vraie vie. On sait qu'il y a une relation entre le bénéfice et la confiance. Est-ce qu'une molécule qui est mal prise est mieux qu'une molécule qui n'est pas prise? Probablement. Les chiffres que je vous ai donnés, effectivement, se basent sur une compliance. Souvent, on passe sur 80-90% de compliance pour être admis dans l'étude. Donc, c'est sûr que, et avec un suivi qui n'est pas nécessairement le suivi clinique que les patients ont, quoique nos très malades en Estrie, on a la clinique d'essence cardiaque, ils sont suivis quand même, ils n'ont pas trop de laisse. Là. Ils peuvent être revus très facilement, très rapidement. Mais je pense que, à votre question, ça sert à démontrer ce qu'on peut arriver à faire chez quelqu'un qui veut participer. Je pense que moi, ce que je dis souvent aux patients, je dis, écoutez, moi, ma job, c'est de vous offrir le meilleur plan possible. À partir de là, ce que vous en faites, ça leur appartient. Mais c'est clair que s'ils ne prennent pas le pilule, ils n'auront pas ces bénéfices-là. Est-ce que je peux vous dire en pratique clinique, est-ce qu'on a vraiment une diminution qui correspond à ça? Probablement pas. Probablement que si on prenait tous nos patients, la compliance n'est pas celle des études et notre MNT est probablement pas à 21. Fait que je ne sais pas si ça répond personnellement, mais je ne pourrais pas vous dire est-ce que si on prend 50% de nos pilules, est-ce qu'on tombe à 50% du bénéfice? Peut-être que c'est connu, je n'ai pas la réponse à ça. Là. Mais c'est clair que ça, c'est dans un monde idéal. C'est dans un monde idéal où nos patients sont compliants, prennent leur pilule, puis l'effet des études cliniques, l'autre chose, c'est qu'ils sont motivés, nos patients. Ils sont revus. Ils sont hyper motivés, ils sont revus des fois aux 4 ou 2 semaines, ils se font appeler, ils ont l'impression des fois de faire partie, qu'on s'occupe d'eux, puis de deux, de faire partie de quelque chose de contribuer à la science et d'aider son prochain. Il y en a qui sont très motivés par ça. Ceux qui font de la recherche le font pour deux choses. Soit qui, des fois, ils le font pour les deux en même temps. Il y en a qui savent que comme ça, ils vont pouvoir appeler quelqu'un n'importe quand puis avoir une réponse. Il y en a d'autres, ben, c'est pour avoir l'impression d'aider quelqu'un qui va passer après eux avec le même problème. Mais c'est clair que c'est le patient de clinique, le patient des études, et pas celui qui habite au centre-ville puis qui ne peut pas se rendre. Nous, on a un patient extrêmement malade, j'avais l'étage la semaine passée, qui habite à Cookshire. Il n'y a pas de véhicule pour se rendre, c'est un homme qui est seul, qui n'a pas de famille, qui habite au bout d'un chemin de terre dans une toute petite maison, qui s'en a s'est laissé aller, qui est plus ou moins salubre. Il ne peut même pas se rendre, il n'y a pas de moyens. Fait que c'est sûr que lui, on fait ce qu'on peut avec, mais c'est clair que lui n'a pas ce bénéfice-là, il n'est pas capable de venir à son suivi. Fait que c'est une preuve, proof of concept, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est la réalité clinique en totalité. Les médicaments démontrés pour les récepteurs, les antagonistes des récepteurs, candesartan, valsartan, encore là j'ai mis en rouge le médicament qui est en dose diluée. De façon un peu plus rare, historique aussi, la combinaison hydralazine isosordine dinitrate, c'est la première combinaison qui a démontré une diminution de la mortalité en insuffisance cardiaque. C'est avant l'arrivée des IECA, je ne me rappelle plus en quelle année, surtout dans les années 80. Et on a démontré que cette combinaison-là a des doses qui étaient quand même, vous allez les voir, faramineuses. Des poussait vraiment des affaires que la plupart des patients ne tolèrent pas, mais n'empêche, diminuer de mortalité, donc c'est quand même mieux que rien, améliorer la classe fonctionnelle, mais de façon inférieure aux IECA. Et actuellement, les patients, cette classe de population-là, ça va être nos insuffisants rénaux chroniques, qui ne peuvent pas se permettre un IECA ou un ARA.
mais on va leur mettre l'hydralazine nitrate comme thérapie du pauvre, en parenthèse, pour remplacer l'ISCA. Un peu moins valable ici, puis je ne pourrais pas vous citer les chiffres de l'étude parce que c'est une infime population en Estrie, mais on sait que la combinaison, les gens de race noire ont une moins bonne réponse, font plus d'angioédème aux ISCA, et on sait qu'en insuffisance cardiaque systolique, ils ont une moins bonne réponse. Les chiffres que je vous ai montrés tantôt de plus de 20% de diminution de la mortalité, on sait que chez les noirs, ça ne s'applique pas, probablement quelque chose de génétique dans l'hormone ou dans les bradykinines. Et on sait que ça a été regardé dans une étude, on sait que la combinaison d'hydralazine isonitrate est plus efficace dans la population noire avec dysfonction systolique que l'ISCA. Donc ça peut être intéressant, mais la population noire en Estrie est quand même assez, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on est loin de Montréal, puis on est encore plus loin des grands centres américains en termes de population noire. Donc c'est une combinaison qui peut avoir cette particularité-là en termes d'utilisation. Avec des doses, regardez, l'hydralazine, on part à 37,5, dose totale 225, isonitrate 120 doses visibles. Donc c'était des doses qui étaient astronomiques. Souvent, nos patients étant très malades, bien, on fait ce qu'on peut avec leur pression. Puis quand on atteint les doses, même si elles ne sont pas maximales, si c'est les maximales tolérées, c'est le moment où il faut, où on arrive à la conclusion qu'on est rendu à la dose qu'on devrait atteindre. Bon, ici, ce que vous voyez peut-être pas en arrière, c'est marqué bêta-bloqueur. Donc, la prochaine étape, une fois que vous avez eu votre diurétique, l'ISCA ou l'ARA ou la combinaison hydralazine nitrate, la prochaine étape après ça, c'est le bêta-bloqueur. Encore là, tous les patients avec infection d'éjection en bas de 40%, peu importe qu'ils soient symptomatiques ou pas, ont une indication d'avoir un bêta-bloqueur. Les contre-indications, comme je vous disais, les hypervolémies, les gens qui sont hypervolémiques, il faut les percevoir comme des gens qui sont un petit peu en difficulté, ils ne sont pas bien compensés. Et la question qu'on peut se poser, c'est que ces gens-là, des fois, à court terme, ont besoin de cette drive adrénergique-là. Donc, il faut, avec les diurétiques, les ramener à un état euvolémique avant de commencer le bêta-bloqueur. Donc, l'hypervolémie est une contre-indication. L'asthme clair, la maladie pulmonaire obstructive chronique n'est pas une contre-indication. Et la plupart des patients, lorsqu'on les commence à petite dose, puis la plupart, tous les bêta-bloqueurs utilisés en insuffisance cardiaque sont bêta-2 sélectifs. Donc, la plupart sont quand même bien tolérés et la MPOC en tant que telle, il faut que ce soit essayé. Le bénéfice, il est encore plus important que l'ISCA, donc une réduction de mortalité à 34%. La netteté est plus faible parce que c'est une molécule qui a été introduite après l'ISCA. Donc l'ISCA, si vous regardez le nombre de patients qui ont des événements, l'ISCA est déjà parti avec une grosse pointe de tarte. Il reste moins de patients que dans les études parce que cette molécule-là a toujours été tentée sur un ISCA. Si elle avait été la première molécule tentée en insuffisance cardiaque, le NNT serait plus impressionnant que ça. Avec une augmentation de la fraction d'éjection, une diminution de 35% des hospitalisations. Donc ça vaut la peine de les tenter tranquillement, pas vite, à petite dose. Puis si on a une réaction bronchospastique, écoutez, on le cesse, mais la plupart des gens, même ceux qui ont une MPOC dite bronchospastique, c'est pas un asthme. L'asthme clair, là, qui est une hyperréactivité bronchique sur un réseau respiratoire normal, les MPOC, c'est pas ça. C'est une hyperréactivité sur une inflammation. La plupart des gens vont tolérer le bêta-bloqueur, donc c'est à tenter. Bloc AV, évidemment, les gens qui ont des troubles de conduction, qui sont sur le point d'avoir un pacemaker, on a un doute, c'est probablement pas le temps d'en débuter un bêta-bloqueur. Les bénéfices, j'en ai parlé, donc ils sont là. Quels sont les bêta-bloqueurs démontrés efficaces? Donc, il y en a juste 3. Bisoprolol, le carbidilol et le métoprolol XL. Deux en prise d'IE, une en prise BID. Il y a eu une étude Comet au début des années 2000 qui était très critiquée pour plusieurs raisons, mais qui parlait peut-être d'un bénéfice supérieur du Coreg. À l'époque, on était très réticents, corrigez-moi de mémoire, là il est rendu générique, je crois. Il y avait une grosse différence de coût. Ce qu'on faisait, puis ce qu'on fait encore des fois dans le doute, nos patients plus jeunes, polypharmacie moins importante, des fois dans le doute, on va leur mettre du Coreg plutôt que les autres agents. Les gens un peu plus âgés, souvent on favorise les formes d'IE pour les mêmes raisons. Mais en gros, c'est 3 joueurs sensiblement équivalents. Tous les autres n'ont jamais été démontrés. L'acébutolol, le pindolol, tous les autres bêta-bloqueurs, on n'a pas d'évidence qui
qui sont bénéfiques en insuffisance cardiaque. Est-ce que votre patient, après ça, demeure symptomatique? Si la réponse est non, bien, votre traitement s'arrête là. Les données qu'on a essentiellement en insuffisance cardiaque, ce sont des données chez le patient, peu importe la classe fonctionnelle, c'est ISCA bêta-bloqueur. Si votre patient, après ça, demeure avec une classe fonctionnelle, la fameuse New York Heart Association dont je vous parlais, pour l'insuffisance cardiaque, s'il demeure symptomatique, il y a à ce moment-là une indication d'ajouter un autre traitement, une autre pilule. Les patients sont bien découragés, là, mais un antagoniste de l'aldostérone qui va aller ajouter un bénéfice même par-dessus l'ISCA. Avec ces patients-là, une diminution de mortalité de 30%. Les études prenaient des patients plus malades. Vous avez enlevé tous les patients qui n'avaient pas de symptômes. Donc, vous avez chez cette population-là un taux de mortalité qui est beaucoup plus important que... parce que les patients à classe fonctionnelle 1, la classe fonctionnelle, c'est avec la fraction d'éjection le déterminant le plus important dans la mortalité. Donc, ça va être 35% qu'une classe fonctionnelle 4 puis un 35% qu'une classe fonctionnelle 1. C'est clair que leur devenir va en avoir, puis ça va avoir pas de la génétique, pas même de cas d'affaires. Mais votre population, ce qui explique ici qu'avec une taux de mortalité de 30%, votre MNT est si impressionnant, c'est que les patients qui demeurent symptomatiques, si dans l'eau, vous portez tous ceux qui sont dans la classe fonctionnelle 1, qui de toute façon meurent peu, en ajoutant cette molécule-là, vous arrivez à une diminution très importante de la mortalité avec 9 patients traités à 2 ans pour sauver un décès. Probablement plus chez les classes fonctionnelles 3-4, mais avec aussi une diminution d'hospitalisation. Puis, comme on joue sur l'axe crénine-angiotensin d'aldostérone, les contre-indications sont essentiellement les mêmes que l'ISCA et l'ARA. Donc, les patients qui ont une classe fonctionnelle anormale vont se ramasser avec une troisième pilule qui a aussi comme avantage d'être un diurétique qui n'est pas très puissant, mais des fois, on introduit ça, puis les patients qui ont un Lasix 20 ou 40, on leur met la lactone, on est capable d'enlever le Lasix. Des fois, on est capable de négocier du 1 pour 1. Ça leur permet de maintenir leur euvolémie. Puis le patient voit une pilule rentrer, en voit une autre sortir, fait qu'il trouve ça un petit peu moins difficile. C'est pas chez tout le monde, chez qui par contre on peut faire ça. Les études, de façon plus générique, parce qu'on a l'épérénone, mais qui est dans un setup uniquement post-infarctus, une indication un peu plus particulière. Je voudrais que pour les chiffres dont je vous ai parlé, la molécule, c'est l'aldactone qui est une prise d'IA avec une dose de départ à 12,5. C'est rare qu'on se rend à 50. Dans les faits, souvent, on se limite à 25 mg comme dose optimale. Qu'est-ce qu'il y en a de la digitale? Le fameux digoxin qui est autant un traitement qu'il est un poison. Hein. On voit fréquemment des patients là, qui vont super bien, puis là, ils se tapent une diarrhée, ils arrivent en bloc AV complet à l'urgence, parce que le créate est passé à 240, puis la digoxine est dans le plafond. Puis, c'est une arme vraiment à double tranchant et c'est une molécule qui ne fait que diminuer les symptômes. Même qu'il y a même une notion que ça pourrait peut-être augmenter la mortalité chez la femme d'un certain âge. En tout cas, c'est vraiment à utiliser en ayant... Quand on le fait, c'est parce que notre patient est encore symptomatique. Puis ça, c'est une molécule qui se doit d'être questionnée. Quand notre patient s'améliore, y a-t-il vraiment besoin de la digitale? Une fois de temps en temps, il faut l'arrêter. Puis si son détériore, on la réintroduit. Mais c'est vraiment une molécule qui... amène aucun effet sur la mortalité, oui, qui amène une diminution de l'hospitalisation. C'est pas rien. Les patients, s'ils peuvent ne pas venir à l'hôpital, ils sont bien heureux de ça. L'indication, c'est les gens qui ont la persistance de symptômes et idéalement qui sont normovolémiques. S'ils sont euvolémiques, s'ils sont hypervolémiques, il faut traiter l'hypervolémie. On peut mettre de la digitale en attendant, mais souvent, il va falloir considérer la retirer éventuellement. Mais s'il y a des patients qui sont traitement optimal, qui sont euvolémiques, qui ont la digitale puis qui se détériorent à l'arrêt, il faut la continuer. Je pense que la qualité de vie des patients, c'est important. Mais il faut savoir que c'est une molécule qui est très particulière puis qui peut causer aussi par moment des problèmes. J'ai une question. Oui. C'est quoi le dosage que vous visez sur la gamme? Écoute, on en prescrit tellement plus. Je pense que c'est de 0,8 à 1,2. OK. Avant, on allait même plus haut que ça. De mémoire, dans l'ordinateur à Fleurimont, où je suis, il me semble que le range normal, c'est de 0,8 à 1,6. Parce que dans les valeurs de labo, je voyais la normale. Oui.
Puis, ce qui était visé, c'était pas pareil. Non, mais c'est ça. Mais d'un, c'est une molécule qui est beaucoup moins utilisée qu'elle l'a déjà été. On a beaucoup d'autres choses à offrir à nos patients. Et c'est ça, c'est une molécule qui est dangereuse. Avant, ce qu'on disait, pour le contrôle de la fibrillation auriculaire, on disait qu'il faut aller plus 1.2, 1.6, puis l'insuffisance cardiaque 0.8, 1.2. Mais encore là, pour la FA, on en donne à peu près plus parce qu'on sait que dans les faits, ça traite beaucoup plus le médecin et l'infirmière que le patient. Parce que la digitale, pour sa fonction de dysfonction systolique, c'est un potentialisateur du calcium, donc ça aide, ça améliore la contractilité. Pour la fréquence cardiaque, ça augmente ça augmente la tonicité vagale au niveau du nœud aortique. Mais l'affaire, c'est que les patients aussi, ils sont assis au repos, la FA est super bien contrôlée, puis là, on dit, ah, ça y est, on l'a, bêta-bloqueur digital, ils sont bien contrôlés, ils se mettent à marcher. Et moindrement que le système adrénergique embarque un peu, l'effet de la digitale ne fonctionne pas, puis ça ne contrôle pas la vitesse de la fréquence, la vitesse de la fibrillation auriculaire à l'effort. Ce qui fait que dans les faits, vous me posez la question sur le range, il faut que je réfléchisse parce qu'on en utilise tellement peu. Mais souvent, je vous dirais que depuis 10-15 ans, le range visé, on est passé d'un range, souvent, on visait la portion supérieure dans la normale, là, on est plutôt dans la portion inférieure dans la normale. J'avais une question qu'on m'a fait parvenir, c'était quels sont les médicaments à vente libre à éviter? Essentiellement, le seul médicament, je repassais la liste, je me disais quel médicament un patient peut acheter sans avoir une ordonnance qui peut lui nuire. Il y a à peu près juste les AINS qui sont, à ma connaissance, over-the-counter, que le patient pourrait acheter sans prescription, puis détériorer sa condition. Le reste, cardizène, verapamil sont des choses qui sont à proscrire en dysfonction systolique. Mais ça prend une prescription. Même chose pour tous les antiarythmiques. À partir du moment où vous avez une dysfonction systolique, il n'y a que l'amiodarone qui est indiqué. Les autres augmentent la mortalité, augmentent le risque arythmique. Les TZD, on a entendu parler à large, clairement. En tout cas, en classe fonctionnelle 3-4, c'est à éviter. Puis si on peut les éviter point, tant mieux. Sinon, il faut savoir qu'il peut y avoir un risque de rétention de gros sodé associé à ça. Évidemment, la corticothérapie systémique, c'est rare qu'on la donne par plaisir. Il y a des patients qui ont des corticos, que ce soit sur une base temporaire ou une base un peu plus prolongée. C'est clair qu'il y a une rétention hydrosodée qui vient avec ça. La metformine, je l'ai mis pour être complet. Pour être bien honnête, je connais à peu près personne qui a déjà vu une acidose lactique ou du glucophage. C'est rapporté, on ne devrait pas en donner chez les dysfonctions systoliques. Mais à un moment donné, le diabète, c'est un des facteurs prédisposants à la maladie coronarienne. La maladie coronarienne, c'est la principale cause d'insuffisance cardiaque systolique. Et on ne se comprend pas d'histoire. Pour le contrôle glycémique, le glucophage, c'est une très bonne molécule. Fait que, officiellement, on n'est pas supposé la prescrire, mais à peu près tous nos patients diabétiques finissent par avoir un peu de glucophage. Et à ma connaissance, on n'a pas eu d'acidose lactique secondaire au glucophage dans les dernières années. Puis moi, le seul cas que j'ai vu, c'était une tentative de suicide au glucophage où on avait pris des doses astronomiques. Donc, je le mets, mais probablement que dans les médicaments à éviter, c'est probablement celui qui est à prendre avec un bémol. Je ne sais pas s'il y a d'autres médicaments qui vous viennent en tête pour lesquels vous auriez des questions. Oui? Oui, c'est sûr que c'est pas... Je dirais que ça me fatiguerait plus, moi, chez les gens qui font de l'arythmie, ça. Parce que, bon, la pseudoéphédrine, en théorie, ça devrait être des prises, mais ceux qui sont toujours en train d'en consommer de façon continue, mais c'est rare qu'ils vont se mettre dans le gros trouble avec ça. Ceux qui ont des arythmies fréquentes, clairement, c'est à éviter. Pseudoéphédrine, oui, mais je pense que c'est je pense surtout les sprays nasales, les sprays nasaux et ces choses-là. Ah, de façon c'est non, bien sûr, non, clairement. Non, c'est ça. Non, ça, effectivement, c'est un autre. Fait que.
Donc, j'ai enlevé une portion qui était peut-être moins intéressante pour vous. S'il y a des questions, on pourra y répondre. Là. Il y a toute une portion de pacing aussi qui se rajoute à tout ça, mais qui est très pointue, mais qui améliore aussi le devenir des patients. En conclusion, l'insuffisance cardiaque systolique, ça peut être la résultante de plusieurs insultes, et la majeure partie, c'est l'infarctus du myocarde. Est associé à un mauvais pronostic. Je pense qu'on peut encore parler de mauvais quand on parle de mortalité de 30% à 5 ans, même si dans les faits, c'est quand même plus de la moitié moins que ce qui c'était il y a 25-30 ans. Et ce qui est important, c'est que c'est modifiable par certains traitements. Ça, je pense que c'est important à garder en tête, surtout quand on modifie les traitements, c'est important de penser à s'il faut que je fasse quelque chose, quelle molécule j'ai le choix de changer et qu'est-ce que ces molécules-là apportent à mon patient. Et je pense beaucoup à la créate qui monte, le fameux diurétique puis l'IACA. On voit souvent l'IACA prendre de bord, alors qu'on devrait essayer le diurétique en premier si on pense que le patient n'est pas hypervolémique. C'est ça, c'est clair que s'il y a des grosses pattes, là, c'est une autre affaire. Mais des fois, le réflexe est beaucoup plus à l'IACA qu'au diurétique, alors que le diurétique n'apporte pas de bénéfice de survie à votre patient. Il y a une prise en charge ambulatoire qui se fait. C'est sûr qu'à un moment donné, quand ils sont très dépassés, ils doivent être hospitalisés pour du Lasix intraveineux, mais c'est le but de la clinique d'insuffisance cardiaque. Et je pense qu'il y a probablement en officine un peu de counseling qui est faisable à vos patients parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cliniques. Être plus essoufflé, prendre du poids. Vos patients, s'ils se connaissent un peu, devraient se poser une fois de temps en temps, idéalement le matin en se levant. Après être allé aux toilettes. C'est le moment où on est le plus reproductible en termes de poids. On a la vessie vide, on est à jeun depuis toujours 8, 10, 12 heures. C'est le moment dans la journée où, pour un moment donné, le poids est le plus reproductible d'une journée à l'autre. C'est plus essoufflé qu'il y a plus de poids, mais c'est clair qu'on l'a dit, nos patients intelligents, je dis intelligents, pas nécessairement que la plupart ne sont pas intelligents, mais il y a des gens qui ont. Malheureusement, en arrière de tout ça, il y a une insuffisance culturelle qui s'installe. Vous les voyez, il y a des patients qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui, malheureusement, se greffent à ça des mauvaises habitudes de vie. Ils ont de la misère à gérer leur pilule, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font la pilule. Puis il y en a d'autres qui sont capables de vous nommer toute leur pilule sur le bout de leur doigt avec la dose, les changements récents. Ces gens-là, ce qu'on leur dit, si vous vous pesez, ça augmente, vous êtes essoufflé. Doublez donc votre Lasix 2-3 jours, c'est permis, il n'y a pas de danger à ça. Puis si au bout de 2-3 jours, vous n'avez pas retrouvé votre état normal, il faut que vous consultiez. Si c'est revenu correctement, ça veut dire que vous n'avez pas fait attention. Faites attention à ce que vous faites, retournez à votre dose habituelle, puis re-questionnez ce que vous avez fait dans les derniers jours en termes de tout ce qui est non pharmacologique, surtout rétention surtout apport hydrosodique. Les fondations du traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque systolique, IACA et bêta-bloqueur. Donc, si on pense à notre patient qui venait au début parce qu'il était essoufflé des grosses pattes, il y avait effectivement, diminution de la classe fonctionnelle, il y avait la rétention hydrosodique qu'on avait par l'œdème au bout des membres inférieurs, avec une prise de poids à l'histoire, 10 kg depuis 6 à 8 semaines, puis des évidences de surcharge, les jugulaires qui étaient distendus, de l'eau dans les poumons, l'auscultation, avec, comme on a vu à l'écho, une insuffisance cardiaque systolique sévère avec des signes qui étaient antérogrades et rétrogrades. Puis que faire? Ben, c'est ça, c'est un peu ce dont on a parlé. On a tendance, et je ne connais pas votre pratique, mais malheureusement, les médecins at large, souvent, c'est probablement parce que, on a tous des journées bien occupées et on sait que déjà que le patient qui ne prend pas ses pilules va être encore moins porté à ne pas prendre, à respecter sa restriction hydrosodique et tout ça. On passe probablement un peu trop vite sur les choses non pharmacologiques et on parle plus des pilules, alors que dans l'autre sens, je vous parle d'IACA bêta-bloqueur, mais la base même, c'est de faire attention à ce qui, dans la vie de tous les jours, les habitudes de vie. Donc, renseigner la restriction hydrosodique, le traitement médical dont je vous parlais, puis les plus malades, je pense que maintenant on a une clinique d'insuffisance cardiaque au CHU, mais maintenant il y a des cliniques d'insuffisance cardiaque satellites. Les grands malades dans l'Estrie, on continue à venir chez nous, mais il y a une clinique à Asbestos, il y a une clinique à Magog, fait qu'on a maintenant des cliniques satellites pour les patients qui, peut-être un peu moins lourds, mais qui ont besoin. Parce que l'avantage de ça, c'est que les patients, si on est capable de les attraper avant qu'ils soient carrément décompensés puis qu'ils soient
qui soit immanquablement une indication d'admission à l'hôpital. Des fois, c'est juste de leur donner des fois une dose de Lasix intraveineux avec une insuffisance cardiaque ou de majorer leur Lasix puis de leur rappeler que bon, le temps des fêtes, ben, c'était correct, mais là c'est fini. Puis, et c'est ça qui permet de les ramener, d'éviter qu'ils dérapent trop. C'est que les insuffisance cardiaque-là, les patients ont un numéro de téléphone. Ils peuvent appeler, parler à une des 2-3 infirmières sur place, la kinésio, il y a des visages communs. Nous, quand on fait de la clinique, on est 16 en cardio au CHU, puis on tourne à tour de rôle. Et les infirmières, on a 3 infirmières sur place qui sont là plein temps, puis ils nous le disent. Là, lui, il va pas bien, lui, il va bien. Nous, on les voit pas si souvent que ça. Ils les connaissent beaucoup plus que nous. Quand le patient appelle, puis que Marie-Hélène prend l'appel, puis qu'il dit ah, ben là, ben toi, il faut que tu t'en viennes. Ils finissent par avoir une espèce de prise en charge personnalisée. Puis souvent, on est capable d'avorter beaucoup de consultations à l'urgence, beaucoup d'hospitalisation avec ce setup-là, d'accès rapide. Ils ne sont pas toujours vus, mais ils sont au moins capables d'avoir une réponse qu'une prescription de laboratoire au besoin. Donc, ça fait partie de la prise en charge. Ce sont des grands malades et c'est vraiment une maladie chronique. Oui? Bien, en fait, j'ai plusieurs questions, puis une demande spéciale. Okay. Et, je me disais, on pourrait être de bons partenaires, justement, pour éviter des décompensations. Je me disais, la restriction hydrosodée, la restriction hydrique, c'est combien de cc par jour? Puis y a-t-il des documents là-dessus qu'on pourrait remettre aux patients? Ils ont déjà, la clinique d'insuffisance cardiaque, il y a déjà un petit pamphlet qui est remis aux patients. C'est toujours la même chose, il y en a qui le lisent tout de suite rendu dans l'auto, puis il y en a qui allument le feu de foyer avec, qui ne l'ont jamais regardé, puis qui ne le regarderont jamais. Mais ce qu'on leur dit essentiellement, c'est de garder ça simple. À l'hôpital, on mesure tout. Et ça, on l'a dit. On a une approche qui est très précise, mais qui est très laborieuse pour un patient. Ce qu'on dit à nos patients actuellement, mettons actuellement la restriction dépendant, tu sais la restriction d'un patient qui fait, je sais pas moi, 220 livres, parce que c'est un gros gaillard, il est pas nécessairement, c'est pas un 220 livres obèse, là. Il y a des besoins hydriques qui n'est pas la même que grand-maman qui a 98 livres mouillés. Là. Fait que c'est sûr qu'on ajuste un peu. Souvent, ça va varier entre 1200 et 2000, dépendant de la sévérité de la maladie, dépendant du gabarit du patient. Et le truc qu'on leur donne, c'est que le matin en se levant, il faut qu'il y ait à la maison un pichet d'eau, une fois qu'il en prenne possession, il mesure avec une tasse à mesurer 1200, 1500, 1800, peu importe la limite, et ils se font une marque au marqueur sur leur pichet. Et ce qui est fait, quand ils se lèvent le matin, ils remplissent leur pichet, puis à chaque fois qu'ils prennent, puis souvent on a le malheur de dire eau, les patients pensent que c'est juste l'eau. Puis là, c'est tous les liquides. Puis tu sais, je me dis, c'est la bière, c'est le gin, c'est votre lait dans vos céréales, c'est tout. Tout ce qui est liquide doit être mesuré. Et ce qu'ils font, au souper, ils prennent un verre de vin, ils prennent dans le cruchon d'eau, ils remplissent la quantité d'eau qu'il y avait dans le verre. Le verre est blanc, il faut qu'ils boivent le verre, mais ils mettent le verre ils jettent le verre dans le lavabo, puis quand le pichet est vide, en fait, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Là. Fait que c'est un peu la façon qu'on leur enseigne. Et la restriction, elle est personnalisée, mais je vous dirais que le chiffre qui sort le plus souvent, c'est 1005-1008. C'est pas mal ça, les chiffres qu'on retient. Donc ça, c'était votre première question. La demande spéciale, c'est qu'en fait, comme les patients, vous l'avez dit, souvent, ils ne savent pas pourquoi ils prennent leurs médicaments. Et nous, on n'a pas le diagnostic. Y aurait-il moyen d'écrire le diagnostic insuffisance cardiaque sur la prescription pour qu'on puisse mieux conseiller les patients? Je ne sais pas, il y a probablement tout, je ne sais pas du point de vue transfert d'informations, je ne sais pas du point de vue médico-légal, est-ce qu'il y a un problème à laisser, on fait signe que non? Non, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Oui, ça pourrait être une habitude. Vous savez, on demande aux patients l'intention thérapeutique, on a le cœur. Oui, bien c'est ça. Mais là, je veux dire, on pourrait parler des IECA pour le cœur dans au moins une autre indication claire qui est la prévention primaire ou secondaire. C'est clair que c'est pas très vrai. Mais j'espère qu'éventuellement, le fameux dossier informatisé qu'on est supposé un jour peut-être avoir devrait, parce qu'à l'inverse, nous, le nombre de fois que les patients se présentent avec une liste qui est périmée, parce qu'un patient que je revois là, 3 mois après une hospitalisation qui a été réhospitalisée, c'est clair que moi, la médication que j'ai dans mon dossier n'est plus celle que le patient a. Moi, je pense que
Parce que ça, c'est un peu un vœu pieux. C'est sûr que ça ferait beaucoup de médecins. C'est pas une habitude que les médecins ont de marquer les diagnostics. La chose qui pourrait être faite, la plupart des patients quittent avec une copie de leur feuille sommaire. En théorie, ils ont la copie carbone qu'ils doivent remettre à leur médecin. Puis moi, on leur dit toujours, faites-en une photocopie que vous gardez à la maison. Ça, c'est un moyen de transfert d'informations. Le problème, c'est qu'il y a juste une copie carbone, mais s'ils font une photocopie, normalement, les gens devraient avoir ça en leur possession. C'est une façon peut-être moins utopiste, parce que de convaincre que tous les médecins marquent les diagnostics, ça n'arrivera pas. Je pense que ce serait effectivement, pour la prise en charge du patient, ça serait une bonne chose. Peut-être qu'un jour, l'informatique va arriver à faire qu'on réussisse à se transférer de l'information dans les deux sens. Beaucoup plus... le nombre de fois que les patients arrivent à l'urgence et qu'il faut faire des démarches pour avoir la liste parce qu'ils n'ont pas avec eux, ils n'en ont aucune idée, ça devrait être idéalement accessible sans qu'on ait à faire des démarches et vice-versa. Vous ne devriez pas avoir à faire des démarches pour être capable de comprendre pourquoi les patients prennent telle ou telle médication. Des fois, on a une idée, là, mais j'avoue que vouloir faire du counseling à quelqu'un quand on n'a pas tous les éléments d'information, mais je vous dirais que dites-leur de vous montrer s'il y a vraiment un questionnement. Avez-vous la copie de la feuille sommaire de votre dernière hospitalisation? Je pense que c'est probablement l'élément qui contient le plus d'informations qui peut vous aider à orienter. C'est sûr que si vous amènez celle de la cataracte, je peux vous dire que les ophtalmologistes ont une vision de la feuille sommaire qui est très, très orientée, mais si vous avez une hospitalisation dans une discipline médicale, souvent, elle est assez bien détaillée, puis ça peut vous donner une... Parce que je ne sais pas comment fonctionnent vos dossiers, est-ce que ça peut être numérisé mis au dossier du patient, ou ça pourrait être un point de départ. Moi, je veux dire, à la limite, si vous voulez demander, moi, j'aurais pas d'objection si un patient me demandait une copie de ma note ou il me donnait le fax de son pharmacien, moi, j'ai pas de misère à envoyer, s'il me donne la permission, une copie d'une note de suivi à son pharmacien. Je pense que c'est des choses qui pourraient être faites. Mais ça, je pense qu'éventuellement, si le dossier informatisé débloque, je pense que c'est toutes des choses qui doivent être prises en charge par... OK. Est-ce que l'inverse pourrait être acceptable? On obtient du patient une autorisation de communiquer avec votre département pour recevoir un sommaire? Certainement. Moi, mes dents, ça dépend comment ça fonctionne. Là, il y a... est-ce que mon département... Il faudrait probablement que ça passe par les archives pour être legit, là, parce que ça dépend comment on fonctionne. Moi, je pourrais vous la fournir parce que toutes mes notes sont dictées. Moi, c'est une affaire de rien. Si vous appelez ma secrétaire avec un numéro de fax, de vous faxer. L'affaire, c'est que j'ai plusieurs collègues qui font des notes manuscrites. Puis une fois qu'elles s'en vont aux archives, cette note-là, ils l'ont plus avec eux. Moi, je l'ai parce que c'est un fichier Word qui est gardé. Je l'ai, il est dans l'ordinateur de ma secrétaire qui l'a transcrit. Mais par les archives, vous auriez, avec une permission, vous auriez accès à, si vous avez une demande, nous on a des formulaires préétablis, et votre patient signe en bas, vous demandez en tant que pharmacien l'accès à la dernière feuille sommaire, puis en théorie, les archives, si le patient vous donne le droit, il devrait vous les faire parvenir. Fait que pour vos grands malades, ça pourrait être utile, effectivement. Je pense que ça, le reste, je me répète, là. Alors ça, j'avais mis... parce que comme... Ça, c'est mon biais, là. Moi, je fais du cathétérisme cardiaque, fait que c'est mon dada. Puis la plupart des gens vont se mériter dans l'investigation un cathétérisme cardiaque parce que la maladie coronarienne, c'est la cause principale. Puis des fois, il y a des gens qui, sans avoir fait d'infarctus, ont une maladie sévère, des 90% sur tous les lits vasculaires. Et si c'est corrigé, ça récupère complètement. Puis le tableau clinique que je vous avais montré, c'est un vrai patient que j'avais eu à l'époque quand j'ai fait la présentation. Puis c'est un patient qui avait probablement fait une cardiopathie virale parce que ses coronaires étaient normales. Donc vous voyez ici le cathéter avec le colorant qui est injecté dans les coronaires. Le cœur est au milieu de ça. Puis on voit qu'il n'y a aucun rétrécissement. C'est lisse. Donc lui, sa faiblesse cardiaque ne venait pas d'une atteinte coronarienne, elle venait d'une atteinte myopathique pure sur probablement une infection virale, une réaction croisée qui est le propre des cardiopathies virales. Et il a été traité médicalement, il évolue correctement, mais il n'a pas récupéré complètement ça. Fait que donc, j'ai fait le tour de certaines questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ou si... Oui? Pour revenir au picapage, oui. Il n'y a pas de façon de gestion qui nous fait ici, mettons 15%, ça nous fait pas.
souvent, oui, donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une fraction d'éjection à partir de laquelle on doit cesser le glucophage. Parce que le problème, c'est que les autres alternatives, c'est des augmentations de dose d'insuline, c'est les TZD, c'est souvent la monothérapie avec diabéta, ou des fois ils ont des contre-indications. Tu sais, les classes sont assez limitées. Je ne sais pas si les endocrinologues aimeraient que je dise ça, mais moi, personnellement, on a plusieurs options en diabète. Je suis beaucoup moins à l'aise que je l'ai déjà été. Ma formation en endocrino me remonte maintenant à presque 15 ans. Mais en tout cas, ça a bien changé depuis ce temps-là. Mais je crois encore que le glucophage, c'est une des seules molécules en diabète qui est prise, qui amène une perte de poids, qui n'amène pas une augmentation de ces... Maintenant, ils ont des sensibilisateurs périphériques là, que je ne connais plus, là, mais c'est une molécule qui agit sans augmentation de la sécrétion d'insuline. Puis comme je vous dis, la crainte qu'on a, c'est l'acidose lactique. Puis je connais personne qui en a vu, ou en tout cas, si j'en connais, ça rentre sur les doigts d'une main. Fait que non, moi, c'est pas quelque chose qui m'arrête de prescrire le glucophage si on est rendu là. C'est sûr, est-ce que ça va être ma première molécule? Bien, probablement pas. On a d'autres molécules qui... mais si on est rendu à ajouter une molécule, puis c'est celle-là, ben, je suis pas personnellement outré, là, je sais pas ce que... C'est le premier choix à diabète de toute façon. Ben, c'est ça. Fait que je sais pas ce qu'un endocrinologue vous répondrait, mais moi, je vous dirais qu'en termes de crainte pour l'effet secondaire, qui est essentiellement l'acidose lactique, c'est ça qu'on craint avec les gens qui sont en insuffisance rénale, chez les gens qui sont insuffisants cardiaques. Et c'est un événement qui est extrêmement rare. Fait que non, moi personnellement, je ne m'empêche pas, mais je ne dis pas que c'est une bonne réponse aux examens des résidents de médecine interne, mais en pratique clinique, moi, je ne veux pas impliquer, mais je ne sais pas quelque chose qui m'arrête. Autre question? On va manger. Merci beaucoup. Merci. Merci.